Dîner à Fernley Park. Il n'était pas tout à fait 19h30 quand je sonnai à la porte de Fernley Park. Elle me fut ouverte avec une remarquable promptitude par les soins de Parker, le maître d'hôtel. La soirée était si belle que j'avais préféré venir à pied. Je pénétrai dans le grand vestibule carré, où Parker me débarrassa de mon pardessus. Ce fut à cet instant précis que le secrétaire d'Ackroyd, affable jeune homme nommé Raymond, traversa le hall pour se rendre dans le cabinet de travail, les bras chargés de paperasse. Bonsoir, docteur. Vous êtes venu dîner. Ou s'agit-il d'une visite professionnelle? Cette question se justifiait car j'avais déposé ma sacoche noire sur le coffre de chêne. J'expliquai que je m'attendais à être appelé d'un instant à l'autre pour un accouchement, sur quoi Raymond hocha la tête et poursuivit son chemin. Passé au salon, lança-t-il par-dessus son épaule. Vous connaissez les lieux. Les dames ne vont pas tarder à descendre. Et je ne vous demande que le temps de porter ces papiers à Mr. Ackroyd. Je lui dirai que vous êtes arrivé. Parker s'était retiré à l'arrivée de Raymond et je me retrouvais seul dans le vestibule. Je rajustai ma cravate, jetai un coup d'œil dans le grand miroir accroché au mur et me dirigeai vers la porte qui me faisait face, celle du salon. À l'instant précis où je tournais la poignée, un son me parvint de l'intérieur. On aurait dit le bruit d'une fenêtre à guillotine qui retombe. Je l'enregistrai de façon quasi mécanique, mais sans y attacher d'importance sur le moment. J'ouvris la porte, entrai et faillis me heurter à Miss Russell qui sortait. Nous échangeâmes des excuses et, pour la première fois, je me surpris à admirer la gouvernante. Elle avait dû être très belle, et à dire vrai l'était encore. On ne voyait pas le moindre fil blanc dans ses cheveux noirs et il suffisait que son teint se colorât, ce qui était justement le cas pour qu'elle parût beaucoup moins sévère. Presque machinalement, je me demandais si elle était sortie, car elle avait le souffle court comme si elle venait de courir. Je crains d'être arrivé trop tôt, déclarai-je. Oh, je ne crois pas, docteur Shepard. Il est 7h30 passées. Puis elle ajouta émoticône souriant. J'ignorais que vous dîniez ici.
Mr. Ackroyd ne m'en avait rien dit. Et ce genou? Toujours la même chose, docteur, merci. Il faut que je vous quitte, maintenant, Mrs. Ackroyd va descendre dans un instant. J'étais simplement venu vérifier l'état de fraîcheur des fleurs. Elle s'éclipsa et... Je me dirigeai vers la fenêtre, intrigué par son désir manifeste de justifier sa présence. Ce faisant, je pris conscience d'un détail dont j'aurais dû m'aviser beaucoup plus tôt, si seulement j'avais pris la peine d'y songer. À savoir que les baies du salon étaient en fait de hautes porte-fenêtres donnant sur la terrasse. Le bruit que j'avais perçu ne pouvait donc être celui d'un châssis qui retombe. Par désœuvrement, et sans autre raison que d'échapper à des pensées moroses, je m'amusais à essayer de deviner l'origine de ce bruit. Des charbons jetés dans l'âtre? Non, c'était un son tout différent. Un tiroir de bureau repoussé? Non, pas cela non plus. C'est alors que mon regard fut attiré par une de ces boîtes plates que l'on appelle, je crois, un présentoir, et dont le couvercle vitré permet de voir le contenu. Je me penchai pour l'examiner et découvris 2 ou 3 objets d'argenterie ancienne, un soulier de bébé du roi Charles Ier, quelques figurines de jade chinoise et une quantité d'ustensiles et de bibelots africains. Afin d'étudier de plus près l'une des figurines de jade, je soulevai le couvercle, il me glissa entre les doigts et retomba. Instantanément, j'identifiai le bruit que j'avais entendu. Celui de ce même châssis, refermé avec précaution. Je répétai le geste 1 ou 2 fois pour ma satisfaction personnelle, puis rabattis le couvercle en arrière et m'absorbai dans un examen minutieux des bibelots. J'étais toujours penché sur la vitrine ouverte lorsque Flora Ackroyd entra. Nombreux sont ceux qui n'apprécient pas Flora Ackroyd, mais nul ne peut s'empêcher de l'admirer. Et elle sait être si charmante avec ses amis. La première chose qu'on remarque en elle, c'est sa blondeur scandinave. Elle a des cheveux d'or pâle. Des yeux bleus comme l'eau des fjords de Norvège, un teint de lys et de rose. Large d'épaules, les hanches étroites, sa silhouette est un tantinet garçonnière et elle respire la santé. Ce qui, pour l'œil blasé d'un médecin, est on ne peut plus rafraîchissant.
C'est une vraie jeune fille anglaise, simple et droite, comme on n'en rencontre plus beaucoup je dois l'avouer, quitte à paraître vieux jeu. Flora me rejoignit près de la vitrine et aux hérésies, osa douter que le soulier eût appartenu au roi Charles. D'ailleurs, ajouta la demoiselle, tous ces embarras parce qu'un tel a porté ou utilisé tel ou tel objet me semblent grotesques. Tenez, la plume avec laquelle George Eliot a écrit Le Moulin sur la Flosse, ce n'est jamais qu'une plume, non? Si vous appréciez vraiment George Eliot, ne vaut-il pas mieux acheter son livre dans une édition ordinaire et le lire? Mais vous, Miss Flora, vous ne lisez pas cette littérature surannée, j'imagine. Vous vous trompez, Dr Shepard, j'adore Le Moulin sur la Flosse. Je ne fus pas fâché de l'apprendre. Les lectures et les goûts qu'affichent les jeunes filles modernes me donnent des sueurs froides. Vous ne m'avez pas encore félicité, Dr Shepard. Vous ne savez donc pas la nouvelle? Flora me tendit sa main gauche, dont l'annulaire s'ornait d'une perle unique, montée avec un goût exquis. Je vais épouser Ralph. Et mon oncle est enchanté. Comme cela, je reste dans la famille. Je pris ses deux mains dans les miennes. J'espère que vous serez très heureuse, ma chère petite. Il y a environ un mois que nous sommes fiancés, reprit Flora de sa voix tranquille, mais nous ne l'avons annoncé qu'hier. Elle en était là quand Mrs. Ackroyd entra dans un froufrou de jupe et se confondit en excuses pour son retard. Je regrette d'avoir à l'admettre, mais je déteste Mrs. Ackroyd. Cette femme est un fort déplaisant amalgame de collier, de dents et d'os. Ses petits yeux bleu pâle ont la dureté du silex et leur froideur calculatrice dément les paroles aimables qu'elle prodigue si volontiers. Abandonnant Flora près de la fenêtre, je traversai le salon pour m'approcher d'elle. Elle me tendit une poignée d'os et de bagues et se répandit en discours volubiles. Étais-je au courant des fiançailles de Flora? Si satisfaisante sous tout rapport? Ces chers enfants. Entre eux, cela avait été le coup de foudre. Et quel beau couple ils formaient, lui si brun et elle si blonde. Je ne saurais vous dire, mon cher docteur, quel soulagement ce peut être pour le cœur d'une mère.
Un soupir s'échappa de son cœur de mère, tandis qu'elle m'observait d'un regard aigu. Je me demandais justement, vous êtes un vieil ami de ce cher Roger. Et nous savons combien il a confiance en vous. En tant que veuve du pauvre Cécile, je me trouve dans une position très délicate. Et il y a tous ces problèmes fastidieux à régler, des dispositions à prendre, enfin, tout cela. Je suis convaincu que Roger compte faire le nécessaire pour notre chère Flora mais, comme vous le savez, il serre un peu trop les cordons de sa bourse. Je me suis laissé dire que c'était assez répandu chez ces capitaines d'industrie. Et, voyez-vous, je me demandais, si vous ne pouviez pas tâter le terrain? Flora a tellement d'affection pour vous. Nous vous considérons comme un vieil ami, réellement, même si nous ne vous connaissons que depuis 2 ans. Une fois de plus, la porte du salon s'ouvrit, ce qui coupa court à ce flot d'éloquence. J'accueillis avec joie cette interruption. J'ai horreur d'intervenir dans les affaires d'autrui, et n'avais pas la moindre intention de sonder Ackroyd sur ses projets vis-à-vis de Flora. Un peu plus et je me voyais forcé de m'en expliquer avec Mrs. Ackroyd. Je crois que vous connaissez le Major Blunt, docteur. Oui, en effet. Beaucoup de gens connaissent Hector Blunt, ne serait-ce que de réputation. Il a dû tuer plus d'animaux sauvages que tout autre chasseur vivant, et ce dans les endroits les plus invraisemblables. Au seul énoncé de son nom, chacun s'écrie, Blunt, pas le chasseur de grands fauves, tout de même. Son amitié avec Ackroyd m'a toujours un peu intrigué, ils sont tellement différents. Hector Blunt doit bien avoir 5 ans de moins qu'Ackroyd. Cet attachement remonte à leur prime jeunesse et, bien qu'ils aient suivi des chemins différents, il est toujours aussi solide. Tous les 2 ans environ, Blunt vient passer une quinzaine de jours à Fernley. Et l'énorme trophée de chasse au bois innombrable qui vous fixe d'un œil vitreux dès que vous entrez dans le hall est un témoignage durable de cette amitié. Blunt s'était avancé dans la pièce, de son pas si particulier, à la fois hardi et silencieux. C'est un homme de taille moyenne, solidement bâti, sinon massif. Un hâle intense, presque acajou, colore son visage singulièrement inexpressif. Ses yeux gris semblent toujours observer une scène qui se déroulerait à des kilomètres de là.
Il parle peu et par syllabes hachées, comme si les mots lui étaient arrachés de force. Ce fut de cette manière abrupte qu'il m'aborda. Comment allez-vous, Shepard? Sur ce, il se campa devant la cheminée et son regard glissa par-dessus nos têtes, comme s'il contemplait un spectacle passionnant qui aurait eu lieu à Tombouctou. Major Blunt, dit alors Flora, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que sont exactement tous ces bibelots africains. Je suis sûr que vous le savez. On m'avait décrit Hector Blunt comme un misogyne, mais je fus frappé par sa promptitude, pour ne pas dire son empressement à rejoindre Flora près de la vitrine. Tous deux se penchèrent sur son contenu. À table, je pris place entre Flora et Mrs. Ackroyd. Et Blunt entre celle-ci et Geoffrey Raymond. Le dîner ne fut pas des plus animés. Visiblement préoccupé, Ackroyd avait l'air malheureux et ne mangea pratiquement rien. Mrs. Ackroyd, Raymond et moi nous chargeâmes d'entretenir la conversation. Flora semblait très affectée par l'humeur morose de son oncle et, comme toujours, Blunt se réfugiait dans le silence. Sitôt le dîner fini, Ackroyd glissa son bras sous le mien et m'entraîna dans son cabinet de travail. Dès qu'on aura servi le café, nous serons tranquilles, annonça-t-il. J'ai chargé Raymond de veiller à ce que nous ne soyons pas dérangés. Je l'observais tranquillement, sans rien laisser paraître. De toute évidence, il était en proie à quelque émotion violente. Il arpenta la pièce pendant quelques minutes puis, lorsque Parker apporta le café, se laissa tomber dans un fauteuil, devant la cheminée. La pièce respirait le confort. Des étagères chargées de livres tapissaient l'un des murs. Et les fauteuils, aux proportions accueillantes, étaient recouverts de cuir bleu foncé. Sur le grand bureau, près de la fenêtre, s'alignaient des dossiers étiquetés avec soin. Et diverses revues et journaux sportifs s'empilaient sur une table ronde. Tout en se versant du café, Ackroyd déclara posément, j'ai eu un nouvel accès après le repas, récemment. Je vais encore avoir besoin de vos cachets. Soupçonnant qu'il n'abordait ce sujet médical que pour donner le change au maître d'hôtel, j'entrai dans le jeu, j'y avais pensé, et j'en ai apporté.
Ah, ça, c'est gentil. Puis-je les avoir tout de suite? Ils sont dans ma sacoche, je vais la chercher, je l'ai laissée dans le vestibule. Ackroyd m'arrêta d'un geste. Ne prenez pas cette peine, Parker s'en chargera. Voulez-vous nous apporter la sacoche du docteur Parker? Tout de suite, Monsieur Parker se retira et j'étais sur le point de parler quand Ackroyd éleva la main. Non, attendez. Je suis dans un tel état de nerfs que j'arrive à peine à me contrôler. Vous ne le voyez donc pas? Ackroyd reprenait déjà la parole, allez voir si cette fenêtre est bien fermée, voulez-vous? Quelque peu surpris, je me levai et m'approchai de la fenêtre, à guillotine celle-ci. Les épais rideaux de velours bleu étaient tirés, cachant les vitres, mais le panneau supérieur était ouvert. Je me trouvais toujours derrière les rideaux quand Parker revint avec ma sacoche. Tout est en ordre, affirmai-je en réapparaissant de l'autre côté. Vous avez bien mis le loquet? Mais oui. Voyons, Ackroyd, que se passe-t-il? Parker venait de refermer la porte derrière lui, sans quoi je n'aurais jamais posé cette question. Ackroyd n'en resta pas moins un bon moment silencieux avant de répondre. Une minute exactement. J'endure l'enfer, dit-il alors d'une voix lente. Non, oubliez ces maudits cachets. Je n'en parlais que pour Parker. Les domestiques sont si curieux. Venez ici et asseyez-vous. La porte aussi est bien fermée, n'est-ce pas? Mais oui, rassurez-vous. Personne ne peut nous épier. Shepard, personne ne sait ce que j'ai enduré depuis 24 heures. Si jamais homme a vu son univers s'écrouler sur lui, c'est bien moi. Cette histoire de Ralph est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais pour l'instant, passons. Le pire c'est l'autre. L'autre, je ne vois aucune solution. Or, il faut que je prenne une décision, et vite. Mais que se passe-t-il? Ackroyd garda le silence pendant une minute ou deux. Comme s'il lui en coûtait de parler. Quand il commença, ce fut par une question qui me laissa pantois.
C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Shepard, vous avez soigné Ashley Ferrard durant sa dernière maladie, n'est-ce pas? En effet. Avez-vous jamais soupçonné, l'idée vous a-t-elle seulement effleuré, qu'il ait pu être empoisonné? Pendant une bonne minute, ce fut moi qui gardais le silence, puis je me décidai. Après tout, Roger Ackroyd n'était pas Caroline. Je vais vous dire la vérité. À l'époque, je n'ai pas eu le moindre soupçon, mais depuis, en fait, c'est une réflexion oiseuse de ma sœur Caroline qui m'a mis cette idée en tête. Et, je n'ai jamais pu la chasser. Mais elle ne repose sur rien, croyez-le bien. Il a bel et bien été empoisonné, affirma Ackroyd. Par qui? M'écriai-je. Par sa femme. Et comment le savez-vous? C'est elle-même qui me l'a avoué. Quand cela? Hier, mon Dieu, hier. Il me semble que c'était il y a 10 ans. J'attendis, et il reprit au bout d'un instant. Comprenez-moi bien, Shepard, je vous confie ceci sous le sceau du secret, cela ne doit pas sortir d'ici. Mais ce fardeau est trop lourd pour moi, j'ai besoin de vos conseils. Comme je vous le disais, je ne sais plus quoi faire. Et si vous me racontiez toute l'histoire? Il y a encore beaucoup de choses qui m'échappent. Comment Mrs. Ferrard en est-elle venue à tout vous avouer? Voici les faits. Il y a 3 mois de cela, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a refusé. Je suis revenu à la charge et cette fois, elle a dit oui. À condition toutefois que notre décision ne soit pas rendue publique avant la fin de son deuil. Puisque ce délai d'un an est maintenant révolu, je lui ai rendu visite hier. Je lui ai fait observer que, son deuil ayant pris fin depuis déjà 3 semaines, plus rien ne nous empêchait de faire connaître nos intentions. J'avais remarqué chez elle un comportement plutôt bizarre, ces derniers jours. Et brusquement, de façon totalement inattendue, elle s'est effondrée. Elle m'a tout avoué. Sa haine pour cette brute qu'était son mari, son amour croissant pour moi et la terrible solution qu'elle avait choisie. Le poison. Seigneur. Ce fut un meurtre commis de sang-froid.
Je vis la répulsion, l'horreur inscrite sur le visage d'Ackroyd, tel que Mrs. Ferrars avait dû les voir, elle aussi. Ackroyd n'est pas de ces grands passionnés prêts à tout pardonner au nom de l'amour. C'est le type même du bon citoyen. Cet être foncièrement sain, honnête et respectueux des lois avait dû être horrifié par cette révélation et, sous l'effet du choc, par Mrs. Ferrars elle-même. Oui, reprit-il d'une voix basse et monocorde, elle m'a avoué la vérité. À l'entendre, quelqu'un était au courant de tout, depuis le début. Une personne qui a grassement monnayé son silence. Et c'est cette tension nerveuse qu'elle ne pouvait plus supporter. Et qui était cet homme? Soudain l'image de Ralph Paton et de Mrs. Ferrars surgit dans ma mémoire. Je les revis tout près l'un de l'autre, leurs têtes se touchant presque. Et je connus un moment d'angoisse. Et si? Non, impossible. Ralph m'avait accueilli avec une telle franchise, cet après-midi même. Non, c'était absurde. Elle n'a pas voulu me dire son nom, répondit Ackroyd, tout pensif. En fait, elle n'a même jamais dit s'il s'agissait d'un homme, mais naturellement. Naturellement, cela ne peut être qu'un homme. Et vous n'avez aucun soupçon? Ackroyd gémit et enfouit son visage dans ses mains. C'est impossible, cette seule pensée me rend fou. Non, je n'ose même pas vous avouer l'horrible soupçon qui m'a traversé l'esprit. Mais il faut bien vous en parler. Certains de ces propos m'ont fait penser que la personne en question vivait sous mon propre toit, mais cela ne se peut pas. J'ai dû me méprendre sur le sens de ces paroles. Et que lui avez-vous dit? Que pouvais-je dire? Elle a bien vu quel choc terrible cela avait été pour moi. Et je me trouvais en face d'un cruel dilemme, où était mon devoir? Elle avait fait de moi son complice après coup, comprenez-vous? Et je crois qu'elle s'en est rendue compte bien avant que je n'en prenne conscience moi-même, j'étais sans réaction. Elle m'a demandé 24 heures et m'a fait promettre de ne rien faire jusque-là. Mais elle refusait énergiquement de me livrer le nom du scélérat qui l'avait fait chanter.
Elle avait peur que je n'aille tout droit lui casser la figure, j'imagine, ce qui l'eût perdu. Elle m'a assuré que j'aurais de ses nouvelles avant que les 24 heures ne soient écoulées. Mon Dieu, je vous le jure, Shepard, l'idée ne m'a pas effleuré qu'elle songeait à se suicider. Et c'est moi qui l'y ai poussée. Mais non, ne noircissez pas les choses. Vous n'êtes aucunement responsable de sa mort. Et maintenant, que dois-je faire? La pauvre femme est morte, à quoi bon réveiller le passé? À quoi bon, en effet? Je partage votre point de vue. Mais il y a autre chose. Comment mettre la main sur le misérable qui a causé sa mort aussi sûrement que s'il l'avait tué de ses propres mains? Il savait tout du premier crime et s'est jeté sur sa proie comme un ignoble vautour. Elle a payé sa dette. Mais lui, va-t-on le tenir quitte de la sienne? Vous voulez sa tête, dis-je d'une voix lente. Cela va faire marcher les langues, sachez-le. Je sais, j'y ai pensé. Et j'ai longuement hésité. Le gredin doit être puni, je vous l'accorde, mais il faut songer au risque. Ackroyd se leva, arpenta la pièce de long en large. Et replongea dans son fauteuil. Très bien, Shepard, je crois que je vais m'en tenir là. Si aucun message ne me parvient de sa part, nous laisserons les morts dormir en paix. Comment cela, un message de sa part? J'ai l'impression très nette qu'avant de partir, elle s'est arrangée pour m'en laisser un. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ainsi. Et quelque chose me dit qu'en choisissant la mort, elle souhaitait faire éclater la vérité, ne fût-ce que pour se venger de celui qui l'a poussée à cet acte désespéré. Je crois que si j'avais pu la voir à temps, elle m'aurait dit son nom et chargé de faire l'impossible pour la venger. La porte s'ouvrait, sans un bruit, Parker entra, portant un plateau chargé de lettres qu'il tendit à Ackroyd, le courrier du soir. Monsieur. Sur ce, il rassembla nos tasses et se retira. Mon attention, un instant détournée, se reporta sur Ackroyd. Pétrifié, il fixait d'un œil hagard une longue enveloppe bleue. Il avait laissé tomber les autres lettres sur le tapis.
Son écriture, dit-il dans un souffle. Elle a dû sortir poster ceci hier soir, juste avant de. Il déchira l'enveloppe, en retira une épaisse liasse de feuillets et me lança un regard aigu. Vous êtes sûr d'avoir bien fermé la fenêtre? Certain, répondis-je, étonné. Pourquoi? Toute la soirée, j'ai eu la sensation bizarre d'être observé, épié. Mais qu'est-ce que... Il déplia les épais feuillets et commença à lire d'une voix sourde. Mon cher, très cher Roger, une vie se paye d'une autre vie. Je le sais, je l'ai lu dans vos yeux cet après-midi. Aussi vais-je prendre la seule issue qui s'offre à moi. Je vous laisse le soin de châtier la personne qui, depuis un an, a fait de ma vie un enfer. Cet après-midi, je n'ai pas voulu vous dire son nom, mais maintenant je vais le faire. Je n'ai ni enfant ni proche parent à ménager, aussi ne craignez pas de publier la vérité. Et si vous le pouvez, Roger, mon très cher Roger, pardonnez-moi le tort que j'allais vous causer, puisque, le moment venu, je n'ai pas pu m'y résoudre. Sur le point de tourner la page, Ackroyd s'interrompit. Pardonnez-moi, Shepard, dit-il d'une voix mal assurée, mais je dois poursuivre cette lecture en privé. Ces lignes ont été écrites pour moi, et pour moi seul. Il remit la lettre dans l'enveloppe et la posa sur la table. Je la lirai plus tard, quand je serai seul. Non, m'écriai-je impulsivement. Lisez-la maintenant. Ackroyd secoua la tête. Non, j'aime mieux attendre. Mais, sans bien savoir pourquoi moi-même, j'insistais de plus belle. Lisez au moins le nom de cet homme. Mais Ackroyd est aussi têtu qu'une mule. Plus vous le poussez à agir et plus il s'y refuse. Tous mes arguments restèrent vains. La lettre lui avait été remise à 9h moins 20. Il ne l'avait toujours pas lue quand je le quittais, à 9h moins 10 exactement. J'hésitai un instant sur le seuil, la main sur la poignée, et me retournai en me demandant si je n'oubliais rien. Non, apparemment. Je n'avais plus rien à faire ici. Résigné, je quittai la pièce et refermai la porte derrière moi.
Je sursautais en me retrouvant nez à nez avec Parker. Il parut gêné, ce qui me fit penser qu'il avait fort bien pu écouter à la porte. Quel déplaisant personnage, ce Parker, avec son visage adipeux, bouffi de suffisance. Je lui trouvais décidément l'air chafouin. Mr. Ackroyd ne veut être dérangé sous aucun prétexte, déclarai-je avec froideur. Il m'a chargé de vous le dire. Très bien, monsieur, j'avais cru entendre sonner. Ce mensonge était tellement gros que je ne me donnais même pas la peine de répondre. Parker me précéda dans le hall, m'aida à enfiler mon pardessus et je sortis dans la nuit. La lune s'était cachée, tout semblait plongé dans l'obscurité et le silence. Quand je franchis la grille du parc, l'horloge du clocher égrena 9 coups. Je tournai à gauche, en direction du village, et faillis entrer en collision avec un homme qui arrivait en sens inverse. Il s'adressa à moi d'une voix enrouée, « Pardon, monsieur. Fernley Park, c'est bien par là ?» Je le dévisageais. Il avait rabattu son chapeau sur ses yeux et relevé le col de son manteau. Je ne voyais presque pas son visage, mais il me parut jeune. Sa voix était rude et vulgaire. Vous êtes à la grille du parc, l'informai-je. Merci bien, monsieur. Il s'interrompit, sans nécessité aucune, ajouta, c'est que je suis pas du coin, voyez-vous. Il reprit sa route et je me retournai sur lui, pour le voir entrer dans le parc. Sa voix me semblait étrangement familière. Elle me rappelait quelqu'un, mais qui? 10 minutes plus tard, j'avais regagné mes pénates. Caroline brûlait de savoir pourquoi je rentrais si tôt, et je dus m'exécuter. Je lui fis un compte-rendu légèrement transposé de ma soirée, et j'eus la sensation inconfortable qu'elle n'en était pas dupe. À 10 heures, je me levai, bâillai et proposai que nous allions nous coucher. Caroline m'approuva. Nous étions vendredi et, chaque vendredi soir, je remonte les pendules. Je les remontais donc, pendant que Caroline vérifiait si les domestiques avaient bien fermé la porte de la cuisine. Il était 10h15 quand nous nous engageâmes dans l'escalier.
À peine étais-je sur le palier que la sonnerie du téléphone retentit dans le vestibule. C'est Mrs. Bates, décréta aussitôt Caroline. J'en ai peur, commentai-je d'un ton morose. Je dévalai les marches et décrochai le combiné. Quoi, que dites-vous? Mais certainement, j'arrive tout de suite. Je remontai 4 à 4, empoignai ma sacoche et y entassai quelques pansements supplémentaires, tout en criant à Caroline. C'était Parker qui appelait de Fernley. On vient de trouver Roger Ackroyd assassiné.